Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter le module 2 de la série des webinaires du Centre des mentors CPA portant sur les principes fondamentaux du mentorat. Ce module traite de l'un des objectifs centraux du mentorat, soit aider les mentorés à améliorer leur performance en milieu de travail. Au module 3, nous examinerons plus en détail certaines compétences d'ordre supérieur que nous allons aborder aujourd'hui, ainsi que la façon d'en communiquer la valeur aux mentorés. Nous commençons donc un peu à rebours, mais il semble logique d'exposer d'abord la valeur du mentorat en vue d'améliorer l'efficacité au travail. Voyons d'abord le programme d'aujourd'hui. Nous allons traiter du mentorat dans le contexte de l'amélioration de la performance, en nous rappelant, comme nous l'avons vu au module 1, que nos interventions doivent toucher non seulement les mentorés comme personnes et comme professionnels, mais aussi leur environnement. Nous allons d'abord examiner certaines approches de mentorat faciles à utiliser pour aider les mentorés à améliorer leur performance. Et nous nous pencherons ensuite sur la question de la motivation, plus particulièrement l'établissement des objectifs pour susciter la motivation. Comment définir des objectifs en lien avec les résultats souhaités du mentorat? Voilà bien sûr la question clé. Sans objectifs structurés qui ont du sens pour les deux parties et qui sont adaptés à l'environnement du mentoré, il est évident qu'on ne peut obtenir les résultats voulus. L'établissement des objectifs vise principalement à permettre aux mentors et aux mentorés d'évaluer et de gérer les résultats de leurs relations. Le fait de pouvoir examiner les choses sous l'angle d'un objectif comportemental précis, défini, perceptible et réalisable permet de déterminer si on atteint ou non cet objectif et, dans la négative, de l'adapter. Finalement, nous conclurons la présentation en abordant brièvement les questions du suivi et de l'analyse post-mentorat en collaboration avec le mentoré. Comme nous l'avons vu au module 1, le mentorat est d'abord une occasion pour le mentor et le mentoré d'améliorer la performance de ce dernier, dans le contexte précis de l'emploi qu'il occupe. Faciliter l'exécution du travail est l'un des rôles essentiels du mentor. Au module 1, nous avons parlé de ce qu'est un mentor et de ce qu'il n'est pas. Et nous avons vu que le mentorat ne vise pas à aider les gens à mieux se connaître. Il ne s'agit pas non plus de comprendre et d'analyser la façon dont le mentoré mène sa carrière. En fait, aider le mentoré à mieux exécuter son travail est l'un des rôles essentiels du mentor. Pour y parvenir, le mentor fait appel à certaines des compétences d'ordre supérieur que nous avons vues au module 1 et que nous approfondirons au module 3. Lorsqu'il s'agit de contribuer à l'amélioration de la performance, le mentorat est très différent de l'accompagnement professionnel. Nous n'aidons pas nécessairement le mentoré à ressauter et à trouver du travail, mais à obtenir une promotion ou une augmentation de salaire. Il s'agit surtout de l'aider dans le cadre des fonctions qu'il occupe déjà. Et cela repose bien sûr sur la compréhension qu'il a de son travail et de son rôle, et sur ce qu'il attend de la relation de mentorat. C'est pourquoi l'un des premiers éléments du processus est d'encourager le mentoré à approfondir sa compréhension de son travail, de ses fonctions, de son rôle et de ses buts. Pour y parvenir, en tant que mentor, nous devons comprendre les mécanismes de la motivation. Comment motive-t-on les gens afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et satisfaire leurs aspirations? Nous savons que la motivation est directement liée à la constance de l'effort fourni pour atteindre un objectif. Nous savons aussi que pour que les gens fassent mieux leur travail, ils doivent être motivés à le faire. En tant que mentor, nous devons donc très bien connaître les mécanismes de la motivation. Qu'est-ce que la motivation et quels sont ses mécanismes? Nous allons voir aujourd'hui différentes méthodes pour la susciter. En passant, mes clients me demandent souvent quelle est la meilleure méthode de motivation parmi celles que je présente. Comme nous travaillons avec des humains qui sont des êtres dynamiques et complexes, lorsqu'on me pose cette question, je réponds simplement « toutes ».
En d'autres termes, toutes les conceptions de la motivation sont bonnes et présentent des avantages. Aujourd'hui, nous allons en explorer une seule, mais elles peuvent toutes être utiles pour conseiller les mentorés selon les situations. Pour comprendre la motivation, examinons d'abord ce qu'on appelle en psychologie les théories de la motivation fondées sur les besoins, c'est-à-dire les approches traditionnelles de la question. Bon nombre des participants au webinaire d'aujourd'hui connaissent sans doute la pyramide des besoins de Maslow, l'une des théories de la motivation les plus connues. Je vais vous présenter une théorie légèrement différente, similaire mais différente et plus facile à comprendre et à utiliser selon moi. La motivation est liée à la satisfaction des besoins et selon la théorie que je vous présente, les humains ont 3 séries de besoins. Des besoins existentiels, des besoins relationnels et des besoins de croissance. L'idée maîtresse de cette théorie est plutôt simple. Notre motivation repose sur le désir de satisfaire des besoins non encore satisfaits. Commençons par les besoins existentiels, parce que c'est le premier niveau, mais aussi le moins utile dans le contexte du mentorat, puisqu'il s'agit entre autres du besoin de se nourrir et d'avoir un abri. On peut dire que pour tous les mentorés avec lesquels vous travaillez, pour toutes les personnes qu'ils côtoient eux-mêmes dans leur organisation, ces besoins sont déjà satisfaits. Dans la majorité des cas, ils ne peuvent donc pas être utilisés comme facteurs principaux de motivation. Voyons maintenant les besoins relationnels et les besoins de croissance. L'une des façons d'aider les mentorés à améliorer leur performance au travail est de les inciter à entreprendre des activités susceptibles d'accroître leur motivation. C'est une idée toute simple, la motivation accroît la performance. Si je suis plus motivé à bien m'acquitter de ma tâche, il est plus probable que j'y parvienne. C'est là que les besoins relationnels deviennent intéressants. Les besoins relationnels ont trait aux besoins qu'ont tous les humains, mais dans n'importe quelle situation, professionnelle ou non, de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Prenez quelques secondes pour réfléchir à toutes les réponses que vous pourriez donner pour compléter la phrase « Je suis un ». Je pourrais par exemple répondre « Je suis un professeur »,« Je suis un frère »,« Je suis un père ». En poursuivant votre propre énumération, vous remarqueriez quelque chose de très intéressant. Il s'agit toujours de groupes auxquels vous appartenez. Par exemple, votre nationalité, votre confessionnalité, votre foi, votre conception du monde, votre appartenance à une organisation. Nos besoins relationnels sont pour une très grande part dans la façon dont nous nous définissons et donnons un sens à nos vies. En tant que mentor, pouvons-nous utiliser ces besoins pour accroître la performance des mentorés? En sachant que la motivation permet d'accroître la performance, nous pouvons d'abord demander à nos mentorés s'ils ont un sentiment d'appartenance à l'égard de l'organisation où ils travaillent. S'ils n'ont pas de sentiment d'appartenance à l'égard du service où ils travaillent, de la culture organisationnelle ou de leur culture professionnelle, s'ils n'ont pas le sentiment d'avoir une relation bidirectionnelle avec leurs supérieurs, leurs collègues, leurs pairs ou leurs clients, l'appartenance à ces groupes devient moins importante pour eux et ils perdent la motivation nécessaire pour répondre aux besoins de ces groupes. Ils n'ont pas l'impression de faire partie de leur organisation, ils sont nécessairement moins motivés à atteindre les objectifs de celle-ci et n'affichent pas une performance au travail aussi bonne qu'ils le pourraient autrement. Que pouvons-nous faire dans de tels cas? Nous pouvons aider les gens à trouver des moyens de développer un sentiment d'appartenance à l'égard de leur organisation. Ça peut être, par exemple, de contribuer à l'élaboration d'une marque pour l'organisation, de participer avec des collègues à des campagnes de collecte de fonds ou à d'autres activités philanthropiques pour aider la collectivité. Nous pouvons encourager nos mentorés à participer à diverses activités sociales informelles pour qu'ils arrivent à renforcer leur sentiment d'appartenance à leur organisation. Petite anecdote, aux États-Unis, une organisation est même allée jusqu'à dire à ses employés « Nous tenons tellement à ce que vous fassiez équipe avec nous que nous allons vous accorder une prime à chaque employé qui se fera tatouer notre logo. » Vous et moi ne souhaitons certainement pas aller aussi loin et je n'encourage pas ce genre de pratique, mais vous comprenez l'idée. Passons maintenant aux besoins de croissance.
Les gens ont besoin de sentir qu'ils évoluent et qu'ils s'améliorent, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous devons donc nous demander ce qui leur donne l'impression d'évoluer. La reconnaissance est un élément essentiel, nous le savons. Mais le problème est que même si, en tant que mentor, nous savons que les mentorés ont besoin de plus de reconnaissance, nous pouvons avoir l'impression d'avoir les mains liées parce que ce n'est pas notre rôle d'aller voir le patron et de lui dire que tel et tel employé a besoin de reconnaissance pour pouvoir offrir un meilleur rendement. C'est même loin de notre rôle. Alors, que faut-il faire? Il y a de nombreuses façons d'obtenir de la reconnaissance. On peut l'offrir spontanément, ce qui est l'idéal, bien sûr, mais cela arrive rarement. Une autre façon est d'être proactif et d'aller chercher soi-même cette reconnaissance. C'est ce que nous devions encourager nos mentorés à faire. En fait, si vous constatez que quelqu'un manque de motivation parce que ses besoins de croissance ne sont pas satisfaits, il est bon de l'encourager à s'adresser à son supérieur pour lui dire que c'est important pour lui, qu'il apprécie ses réalisations ou ses efforts, et pour lui demander s'il les a remarqués. Cela peut sembler une intervention bizarre, mais je dirais que les techniques de motivation de pointe semblent parfois bizarres elles aussi. En fait, elles le sont autant que les techniques d'établissement de relations ou de démarche de mentorat, dans la mesure où elles peuvent sembler manquer de naturel parce qu'il ne s'agit pas de relations spontanées. Ce sont des interventions ciblées qui visent à favoriser la croissance du mentoré et sa perfection de sa croissance. En passant, lorsque je parle de reconnaissance, je ne veux pas dire faire des compliments, mais bien remarquer et reconnaître ce que font les gens. Vous pouvez suggérer au mentoré toute une série d'interventions positives et d'objectifs correspondants en fonction des besoins à satisfaire. Pour favoriser la satisfaction des besoins relationnels, vous pouvez l'encourager à entreprendre une chose au travail qui l'aide à sentir qu'il fait partie du groupe. En passant, il est intéressant de noter que l'un des moyens les plus simples et les plus fondamentaux d'établir des relations au sein d'une organisation est vieux comme le monde. Il s'agit de casser la croûte ensemble. Je ne veux pas dire envoyer un courriel à tout le monde pour dire qu'il y a de la pizza à la cuisine afin que chacun aille chercher une pointe. Je veux dire manger ensemble. C'est si facile à faire. Pour ce qui est des besoins de croissance, encouragez le mentoré à exprimer ce qui lui donnerait l'impression d'évoluer dans son travail. On peut s'agir de rétroaction et de reconnaissance, et du fait qu'on lui donne l'occasion de découvrir une autre facette de l'organisation. Encouragez le mentoré à prendre des initiatives et à entreprendre ce genre de démarche dans son organisation. Parmi les éléments les plus importants que l'on peut inculquer à un mentoré, il y a les compétences d'ordre supérieur, notamment l'initiative et sa propre responsabilité à l'égard des résultats. Encouragez le mentoré à prendre des initiatives pour aspirer à ce quoi il aspire. Maintenant, parlons du sens. Cette notion est liée à l'idée de contrat psychologique, abordée au module 1. L'un des aspects de ce contrat psychologique est que les employés s'attendent de plus en plus à ce que leur travail leur offre des occasions de formation et de perfectionnement continu. Une autre de leurs attentes a trait au sens. J'ai donc voulu partager avec vous ce modèle intéressant appelé la théorie des caractéristiques de l'emploi, qui comprend 3 volets. Voyons d'abord certaines caractéristiques principales de l'emploi qui sont très importantes pour le développement de l'organisation et examinons en quoi elles influent grandement sur les façons de penser et l'état psychologique qui influencent à leur tour les résultats de l'organisation et du mentoré. La question de sens est aussi bien sûr liée à la motivation et à la performance. Alors, voyons certaines caractéristiques de l'emploi qui influent sur ces 2 éléments. Plus particulièrement, 3 d'entre elles, soit la variété des compétences, l'identité du travail et le sens du travail. En gros, ce que cela nous apprend, c'est que le fait de posséder ces compétences diversifiées rend le travail plus significatif et favorise la motivation au travail. Donc, qu'entendons-nous au juste par variété des compétences? Pour comprendre de quoi il s'agit, vous n'avez qu'à penser à votre premier emploi.
L'histoire d'une de mes étudiantes, dont le premier emploi consistait à plier des serviettes au YMCA, illustre bien cette notion. Tout en faisant son travail, elle se disait « Je pourrais améliorer cette façon de plier les serviettes. J'ai de bonnes idées pour mieux les présenter et aussi pour améliorer les lieux car la signalisation y est inadéquate. » Elle avait toutes sortes d'idées sur la façon d'améliorer l'organisation. Mais elle n'était qu'une ouvrière à temps partiel qui n'avait pas voix au chapitre quant au fonctionnement de l'organisation. En fin de compte, plus on réfléchit à la façon d'améliorer l'organisation, moins on a le temps pour améliorer son propre travail et moins on est motivé à bien le faire. C'est là qu'entre en jeu la variété des compétences. Celui qui sait faire 10 choses mais ne peut en faire que 3 dans le cadre de son travail sera moins motivé que s'il pouvait en faire 6. Nous verrons dans quelques instants comment utiliser cette notion très intéressante pour accroître la motivation des gens. Plus grand est le nombre des compétences que vous pouvez utiliser au travail, plus grande sera votre motivation à accomplir les tâches fondamentales de votre emploi. Deuxièmement, voyons la notion d'identité au travail. Est-ce que votre mentoré ou vous-même avez l'occasion de voir le résultat final de votre travail ? Prenons l'exemple du patron qui vous confie un projet très important et vous demande de vous consacrer corps et âme. Il précise qu'il s'agit de l'un des dossiers les plus importants jamais traités dans l'organisation, qu'il vous le confie en tant qu'employé de confiance et que vous devez vous investir totalement. Et c'est ce que vous faites pendant des mois, négligeant votre vie professionnelle et familiale et donnant le meilleur de vous-même au travail. Finalement, à l'échéance, épuisé mais content d'avoir terminé, vous soumettez les résultats du projet à votre patron et attendez anxieusement ses réactions vu l'importance du dossier. Vous attendez, puis attendez, et vous n'entendez plus parler de rien. Vous décidez finalement d'aller voir votre patron, de lui demander ce qu'il est advenu du projet sur lequel vous avez travaillé pendant 3 mois. Et le patron de répondre « Ah, c'est vrai, j'avais oublié ce dossier. Je suis vraiment content que tu m'en parles. Écoute, nous avons décidé de laisser tomber. Je suis vraiment désolé, je sais bien que tu as fort travaillé. Par contre, je suis bien content que tu sois ici parce que j'ai justement un projet vraiment important à te confier. » Bon, avec quel niveau de zèle ou de motivation aborderez-vous ce nouveau projet ? Très faible, j'en ai bien peur. C'est ce que l'on entend par identité du travail. C'est le degré auquel un travail permet aux gens de voir les résultats de leurs actions. Troisièmement, le sens du travail. Voyez-vous un sens à votre travail ? Celui-ci s'inscrit-il dans un contexte plus large qui a du sens pour vous ? Je me souviens d'un client qui travaillait en relations publiques et qui avait un travail très intéressant. Il se consacrait corps et âme à son entreprise, un fabricant de dentifrice. Il avait alors de jeunes enfants et devait sacrifier une grande partie de sa vie familiale. Un jour, il me dit « Me voilà à m'évertuer à faire ce boulot pendant que je néglige mes enfants, tout ça pour vendre du dentifrice. Je n'ai rien à faire du dentifrice. Pourquoi faudrait-il que j'y consacre ma vie ?» La seule façon de pouvoir continuer à se concentrer sur son travail a été pour lui de recadrer sa conception du dentifrice. Il pouvait voir son travail comme une simple vente de dentifrice. Il pouvait aussi le voir sous l'angle de la prévention des maladies cardiovasculaires, puisque la carie dentaire est la 3e cause de ces maladies au Canada. En encourageant les gens à avoir des dents plus saines et une hygiène dentaire meilleure, mon client ne vendait plus du dentifrice, il agissait pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Dès ce recadrage amorcé, sa motivation s'est transformée. On peut voir son travail comme une suite de gestes routiniers qui semblent peu utiles, comme cocher des cases et ne pas se sentir aussi bien si on se dit par exemple « je pourrais être comptable ou professionnel de la finance et piloter des dossiers pour mon organisation ». Mais on peut aussi recadrer sa tâche et dire « je suis peut-être en train d'aider une petite entreprise à être plus productive afin qu'elle puisse employer plus de gens et vendre un produit ou un service formidable ». Vous comprenez ? Utiliser la notion du sens du travail, c'est voir comment une personne peut recadrer sa façon de concevoir son travail pour le rendre plus significatif et donc plus motivant. Comment pouvons-nous appliquer cette notion de sens du travail ? Il s'agit en fait pour vous, en tant que mentor,
de suggérer aux mentorés qui manquent de motivation au travail des façons intéressantes d'utiliser ce modèle et d'élargir la variété de ses tâches. Par exemple, en lui faisant recenser les compétences qu'il possède et qu'il n'utilise peut-être pas au travail. Examinez-les ensemble et voyez en quoi ils pourraient être utiles à l'organisation. Peut-être que le mentoré pourra par la suite faire valoir auprès de son supérieur qu'il n'utilise qu'une petite partie de ses compétences et qu'il serait en mesure de faire davantage pour l'organisation et y ajouter de la valeur. Voici quelques exemples d'application de ces notions. Je travaille beaucoup dans le secteur public ontarien. Les fonctionnaires ont des tâches très bien définies, mais souvent ils n'ont pas le temps de faire les plus intéressantes d'entre elles. Par exemple, ils constatent parfois des lacunes quant à la présence de leurs services dans les médias sociaux, de leurs services de marketing ou de leurs services de formation continue sans pouvoir intervenir. Pourtant, certains d'entre eux ont de réels talents pour le réseautage, la planification d'événements ou les stratégies de TI. Lorsque l'organisation n'a pas de personnel affecté à de telles fonctions, elle a tout avantage à découvrir et utiliser la gamme des compétences de chacun de ses employés. Vous pouvez inviter les mentorés à rencontrer leurs supérieurs pour discuter des compétences qu'ils possèdent, mais que l'organisation n'utilise pas. Le simple fait pour un mentoré de pouvoir exercer une compétence de plus pourrait déjà lui permettre d'accroître sa motivation. Nous pouvons aussi suggérer à nos mentorés de renforcer l'identité du travail. Il s'agit de viser le résultat final et de se demander quel est l'objectif de ce travail. Prenons l'emploi d'un préposé au service de la clientèle. Il peut considérer qu'il répond simplement au téléphone ou fixe des rendez-vous, mais en fait, il aide peut-être un consommateur à utiliser un produit qui l'aide à préparer un délicieux repas et par conséquent à bien manger. Se dire qu'on aide les gens à bien manger, c'est beaucoup plus intéressant que de se dire qu'on répond au téléphone. En résumé, il s'agit de voir comment encourager le mentoré à viser le résultat final et de l'amener à réfléchir au sens de son travail. Que nous soyons téléphonistes, comptables ou gestionnaires de comptes, que faisons-nous vraiment? Dans de nombreux cas, surtout dans les secteurs de la finance, de la gestion et de la comptabilité, nous aidons en fait les organisations à être plus efficaces et à mieux fonctionner. Et c'est important, puisque nous aidons du même coup les employés de ces organisations à donner plus de sens à leur travail. Nous aidons l'organisation à être plus rentable pour qu'elle puisse engager plus de gens, offrir de meilleurs salaires, améliorer les emplois offerts et la vie de ses clients. Aider de petites ou de grandes entreprises revient au même, car cela permet de créer de l'emploi, de fournir de meilleurs produits et services. Intéressant, non? Vous devrez parfois aider le mentoré à découvrir le sens du travail et en discuter avec lui. Comment le mentoré conçoit-il son travail et le travail en général? Parfois, le seul fait d'amener les gens à recadrer leur conception de leur emploi, à cesser de se voir comme des exécutants dans une longue chaîne de tâches, et à plutôt voir le tableau d'ensemble et l'objectif global de l'organisation, suffit à créer chez eux une motivation profonde. Quels sont les autres mécanismes de la motivation? La motivation dépend des objectifs, de leur établissement en fait. L'une des théories de la motivation les plus utilisées, facile à appliquer et ancienne, repose sur l'idée que l'établissement des objectifs suscite la motivation. Il s'agit d'utiliser une technique de motivation faisant appel à des buts précis, bien définis, stimulants et acceptables, qui permettent la rétroaction en vue d'améliorer la performance. Qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant que mentors? Ça signifie que notre capacité à systématiser très clairement les objectifs d'une personne ou de l'encourager à définir ses objectifs en collaboration avec son supérieur ou son organisation aide cette personne à les atteindre. Nous y reviendrons. Par exemple, si le patron dit à un employé qu'il doit être plus professionnel parce que ce dernier estime agir avec professionnalisme, un tel commentaire ne lui est d'aucune utilité. En fait, cela pourrait même empirer la situation. Mais si le patron et l'employé sont en mesure de poursuivre la discussion et que l'employé peut dire « être plus professionnel, soit », mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? En quoi dois-je être plus professionnel? Quel est le but?
Est-ce que ça signifie que je dois porter un complet tous les jours au bureau? Ou que je ne dois jamais formuler de critiques lors des réunions? Qu'est-ce que ça suppose comme comportement? Si cette personne peut avoir un comportement précis, stimulant, acceptable, structuré et clair, le processus lui procurera en soi de la rétroaction. Si, par exemple, l'un des objectifs d'un mentoré est d'avoir moins de conflits au travail et qu'il en a vécu seulement 2 cette semaine, alors qu'il en avait vécu 6 la semaine précédente, il est facile de voir en quoi l'établissement d'objectifs lui a été utile. La motivation a donc trait à l'établissement des objectifs. Il faut toutefois établir ceci avec le mentoré. Il ne s'agit pas de vos objectifs à vous, bien sûr, mais des siens. Le mentoré doit toujours jouer le premier rôle à cet égard. Il se peut que vous ayez des idées différentes quant à la façon d'atteindre ces objectifs une fois qu'il les a formulés. Mais vous devez lui laisser jouer le premier rôle. C'est un principe psychologique universel important. Les gens préfèrent toujours leurs idées à celles des autres. Il faut donc laisser le mentoré fixer ses objectifs au début de la relation et l'aider ensuite à les préciser. Comment définit-on un objectif? Pour moi, la plus grande partie du travail consiste à passer d'un objectif non comportemental à un objectif comportemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut concevoir concrètement ce qu'est un comportement, tandis qu'un concept est abstrait et peut avoir plusieurs sens. La capacité de définir les choses en termes comportementaux favorise la motivation, surtout parce que ça permet d'éviter ce que j'appelle la personnalisation. Par exemple, si votre mentoré vous dit qu'il manque d'influence au sein d'un groupe et qu'il veut travailler là-dessus en se fixant un objectif, cet objectif sera accroître mon influence. Mais si vous lui dites que pour avoir plus d'influence, il doit avoir davantage confiance en lui, il risque d'être sur la défensive, puisqu'il s'agit d'un point sensible sur le plan émotionnel et qu'il est difficile d'admettre qu'on manque de confiance en soi. Si vous pouvez définir l'objectif en disant au mentoré qu'il doit s'employer davantage à montrer ses réalisations à son patron et à ses collègues, vous définissez plutôt un comportement. C'est concret. Lorsqu'il terminera le projet X, il ira en montrer le résultat à Jean. C'est moins lourd sur le plan émotionnel, et c'est pourquoi les objectifs comportementaux fonctionnent mieux que les objectifs non comportementaux pour motiver les gens. Ce type d'objectif permet aussi aux gens d'évaluer et de gérer les résultats. Si on peut définir un comportement, on peut aussi l'évaluer. Vous savez, on peut discuter longtemps de la confiance en soi. Certains diront « cette personne a une grande confiance en elle », alors que d'autres diront « non, elle manque de confiance par une confiance excessive ». Tout dépend de notre définition de la confiance. Mais discuter de comportement est beaucoup moins ambigu. Les objectifs comportementaux permettent de dégager des résultats productifs de la démarche de mentorat et d'améliorer vraiment la performance, car ils nous permettent de cerner les comportements qui mènent à une excellente performance. D'une autre façon, nous pouvons aussi utiliser cette méthode pour gérer la relation de mentorat avec le mentoré et pour comprendre les objectifs mutuels de chacun au sein de cette démarche. Je vais vous donner quelques idées à utiliser pour définir des objectifs comportementaux. Nous allons examiner comment les 6 mots de cette diapositive, souvent utilisés pour donner de la rétroaction, peuvent l'être également pour définir des objectifs personnels dans une organisation. Nous devrons d'abord traduire ces mots en comportement. C'est un très bon exercice à faire individuellement en tant que mentor et avec vos mentorés, et ce, de manière interactive ou à plusieurs occasions. Souvent, l'un des objectifs des mentorés est d'être respectueux. Mais qu'est-ce que le respect? Pour certaines personnes, ça veut dire « j'aime qu'on me dise les choses telles qu'elles sont », sans mettre de gants blancs, car je suis capable d'en prendre et je ne me fâcherai pas. Pour d'autres, ça veut dire « je suis très sensible, alors s'il vous plaît, mesurez vos paroles, songez à mes réactions, ne soyez pas durs ». Qui a raison? Dans les 2 cas, il s'agit de respect. Ainsi, le terme « respect » finit par ne plus vouloir rien dire.
Et que veut dire être collaboratif? Pour certains, cela signifie réunir des gens dans une salle, brasser des idées, dégager un consensus, faire en sorte que tous s'entendent et se félicitent à la sortie de la réunion. Quelqu'un d'autre dira que sans conflit ni débat, il n'y a pas de collaboration. Qui a raison? Ce n'est pas vraiment important. Lorsque vous travaillez à établir un objectif avec votre mentoré, ce qui est important est de définir cet objectif avec lui et de l'encourager à demander à son supérieur ce que signifie être plus collaboratif sur le plan des comportements. Le mentoré pourra alors y travailler avec vous, son mentor. C'est la même chose pour l'esprit d'équipe. J'entends souvent dire que c'est l'absence de conflit. Je ne sais pas si c'est vrai et si tous en ont la même définition. Mais quels comportements nous permettent de dire que quelqu'un a l'esprit d'équipe? Pour ma part, je l'ignore. Voyons maintenant ce que veut dire être productif. S'agit-il d'en faire plus en moins de temps? Car on mesure habituellement la productivité en termes de temps. La personne qui consacre plus d'heures au travail sera-t-elle plus productive que celle qui y consacre moins d'heures? On peut voir ça autrement, car pour ma part, j'ai déjà passé beaucoup de temps sans rien accomplir, et j'ai aussi déjà accompli beaucoup en peu de temps. Alors, le temps est-il vraiment la meilleure mesure de la productivité à employer pour définir un tel objectif? Une autre conception est celle du nombre de pages. La personne qui produit le plus de pages serait-elle la plus productive? Je ne sais pas non plus si c'est vrai. Que veut dire être novateur? S'agit-il de faire des suggestions controversées, de se faire l'avocat du diable, de remettre en cause le status quo, ou de proposer de nouvelles idées? S'agit-il d'utiliser des compétences existantes dans une organisation pour créer de nouveaux produits et services? Ou encore, que veut dire être professionnel? Beaucoup de gens pensent qu'être professionnel signifie mettre la pression sur les autres pour obtenir des résultats, ou encore être savant et conciliant. Pour d'autres, ça veut dire être soi-même, et pour d'autres encore, c'est se dépasser soi-même. Cela dépend vraiment de l'angle sous lequel on regarde les choses. En fait, les mots font une différence à plusieurs égards. Nous devons savoir les utiliser pour traduire des objectifs en comportement. On me dit souvent que c'est de la sémantique. Eh bien, établir des objectifs constitue un aspect essentiel de la communication dans notre relation de mentorat et la sémantique y joue un rôle prépondérant. On a vu que l'établissement des objectifs est essentiel à la motivation, mais encore faut-il que ces objectifs se traduisent en comportement pour que l'on puisse agir en conséquence, évaluer les résultats obtenus et y réfléchir. Établissez des objectifs SMART avec le mentoré. Il s'agit d'objectifs spécifiques, mesurables, axés sur l'action, réalistes et traités selon un échéancier. Ce type d'objectif permet de bien définir les objectifs comportementaux. Quels sont les objectifs qui entraîneront du succès au travail? Voici une bonne série de questions pour amorcer le processus d'établissement des objectifs avec votre mentoré. Amenez-le à se demander quels objectifs lui permettront de réussir dans sa carrière, son milieu de travail, son emploi et ses fonctions. Comment peut-il les définir plus précisément sur le plan des comportements? Quels comportements ou résultats lui indiqueront que les objectifs sont atteints? Voilà une grande question. Voici aussi une autre bonne question. Si l'on vise par exemple à avoir plus d'initiatives, comment saurons-nous que nous avons réussi? Ces questions sont très utiles. Posez-les de nouveau lors des rencontres de suivi pour encourager la réflexion. Revenez sur les objectifs. Demandez au mentoré de les formuler et de parler des comportements visés. Demandez-lui ce qui s'est passé et s'il a atteint ses objectifs. Selon ses réponses, demandez-lui ce qu'il convient de faire ensuite. Et pour effectuer ce suivi, le journal d'apprentissage est un outil merveilleux et des plus simples. Tous ceux à qui j'en parle estiment que c'est une superbe idée. Et pourtant, environ seulement un tiers d'entre eux l'utilisent. Je vous encourage à inciter votre mentoré à y avoir recours.
Au tout début de la démarche de mentorat, avant même la première rencontre avec le mentoré, je lui conseille d'acheter un petit cahier de notes ligné à couverture rigide qui sera réservé au mentorat. Je lui propose de le conserver avec lui, de ne pas le laisser au bureau afin de pouvoir noter quotidiennement une partie de son apprentissage. Et là, je m'adresse maintenant aux messieurs, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'un journal intime avec un médaillon et des fleurs. Ça n'a rien à voir avec les émotions. C'est en fait un outil logique qui permet de réfléchir sur l'apprentissage, de se demander ce qui a fonctionné ou non pour atteindre un objectif donné. Qu'ai-je fait exactement et comment puis-je faire la prochaine fois? C'est une bonne façon de planifier ses actions et d'adopter des comportements adaptés à ses objectifs de travail. Si nous voulons atteindre des objectifs définis sur le plan des comportements, nous devons adopter délibérément ces comportements. Voilà, selon moi, ce qui constitue l'essence même du processus de croissance professionnelle. Le fait de faire plus de choses délibérément et d'être responsable de ses gestes. Le journal d'apprentissage est un excellent outil pour y arriver. Je constate à quel point les gens ne planifient pratiquement pas au travail, même s'ils ont de grands objectifs sur lesquels ils pourraient travailler avec un mentor. Ils se présentent par exemple à une discussion des plus importantes sans avoir planifié quoi que ce soit. Pourtant, lorsqu'on fait certaines choses périodiquement dans la vie courante, il semble qu'on planifie beaucoup. On peut faire une analogie avec le fait de cuisiner, ne serait-ce que préparer un gâteau une fois par semaine. Grosso modo, vous réussissez ainsi quelques 50 gâteaux par année. Dans quelle mesure planifiez-vous à chaque fois, soit 50 fois par année? Passablement, je parie. Vous sortez un livre de recettes de l'armoire, vous imprimez une recette prise sur Internet, vous en prenez connaissance, vous préparez l'espace de travail, sortez les ustensiles de l'armoire, mesurez vos ingrédients et faites une liste des éléments manquants. Pensez à toute la planification que ça représente, 50 fois par année. Mais lorsqu'il s'agit de réfléchir à son comportement en tant qu'employé ou aux conversations avec quelqu'un dans le contexte d'objectifs à atteindre, aucune planification. Le fait d'inciter le mentoré à utiliser un journal est une excellente façon de l'amener à commencer à planifier ce genre de choses. N'oublions pas que ne pas planifier revient à planifier l'échec. L'établissement des objectifs peut aussi être utile à la relation de mentorat en tant que telle, puisqu'il faut également gérer les attentes. Dans ce contexte, on parlera de normes plutôt que d'objectifs. Une norme consiste en une règle d'interaction comportementale convenue. Que ce soit au travail ou ailleurs, les normes relationnelles visent à permettre d'établir des relations harmonieuses et significatives pour les deux parties au fil du temps. Établir des normes est vraiment important au début d'une relation de mentorat, surtout parce qu'on n'est plus limité dans le temps que dans une relation avec un ami ou un collègue. Par quoi commencer? D'abord, dès la première ou la deuxième rencontre, nous devons déterminer les règles d'interaction. C'est une excellente façon d'entreprendre la relation. Comment allons-nous parler? Quel est le but de notre relation? Quel comportement visons-nous? En tant que mentor, vous devez également établir avec le mentoré des objectifs comportementaux et gérer les attentes. Vous devez préciser votre rôle auprès du mentor et lui préciser que vous n'êtes ni son psychologue, ni son conseiller, ni son patron, ni son parent. Il faut aussi aborder certains éléments qui semblent superficiels, mais qui sont des plus importants, comme le calendrier des rencontres, leur fréquence, leur emplacement, leur durée et la façon de faire si l'un ou l'autre ne peut pas être présent à une rencontre ou si la discussion a lieu au téléphone. Quelles sont les attentes de chacun envers l'autre? Certains voudront des rencontres par Skype, d'autres par téléphone, d'autres encore en personne seulement. Où les rencontres auront-elles lieu? Dans un café, dans un bureau? Il faut décider dès le départ. Pour ma part, je tente de gérer toutes ces attentes au moyen d'un contrat informel. On peut y résumer en une page 5 ou 6 points concernant la conduite à venir. Par exemple, s'aviser 24 heures ou 48 heures d'avance en cas d'absence, utiliser le courriel pour communiquer, définir les conséquences en cas de non-respect du délai d'avis, etc.
Certains mentorés voudront des rencontres fixes, d'autres voudront des rencontres au besoin. Selon moi, cette dernière approche n'est pas la meilleure, puisque chaque rencontre se déroule alors dans un contexte plus urgent, ce qui génère plus de stress. De plus, cela bousculera votre horaire, ce qui sera stressant pour vous également, surtout si vous avez une vie très occupée. Je vous suggère de toujours tenir les rencontres en personne. Je sais que ça n'est pas toujours possible, mais il faut au moins effectuer la première rencontre en face à face pour nouer des liens. Si vous tenez les rencontres suivantes par voie électronique, je vous suggère d'utiliser Skype ou FaceTime, parce que ces outils permettent de se voir. Mais en fin de compte, le mieux est de se rencontrer en personne et à l'extérieur du bureau, dans un environnement neutre, comme un café par exemple. Validez les attentes du mentoré et ce qu'il attend à tirer de cet apprentissage. Parfois, certains mentorés veulent simplement vouloir ventiler. Il ne s'agit certainement pas d'un grand objectif, mais c'est ce que certaines personnes désirent. Ou elles souhaitent parler à quelqu'un pour tester des idées et obtenir de l'inspiration. Il faut également prévoir la façon de régler les problèmes ou les conflits éventuels. Que faire en cas de désaccord ou de conflit de personnalité? Mieux vaut le prévoir. Établissez une brève liste des normes à suivre avec le mentoré. Utilisez les catégories telles que conflit, horaire, etc. Il n'est pas nécessaire que ce soit officiel. Un simple bout de papier fait l'affaire. Il suffit d'être honnête et de prévoir les difficultés. Les points mentionnés à la diapositive précédente peuvent vous aider à dresser la liste de vos attentes l'un envers l'autre. En plus des problèmes prévisibles, il se peut que le mentoré ou vous-même deviez annuler une rencontre au dernier moment en raison d'une urgence familiale ou pour une autre raison personnelle. Il est important d'avoir prévu un mécanisme pour aviser l'autre partie de ce genre de situation. Laissez le mentoré établir ses objectifs en premier lieu et travaillez ensuite avec lui à les mettre au point. Précisez vos limites. Indiquez clairement vos disponibilités, vos attentes et votre approche en tant que mentor. Soyez transparent. Si par exemple vous êtes une personne directe, dites-lui d'emblée. Si le mentoré n'est pas à l'aise avec cette attitude, il préférera être informé dès la première rencontre. Cette mise au point rendra la relation plus productive et sera plus significative pour les deux parties. Et enfin, établissez les normes d'apprentissage et de réflexion. Parlez du journal d'apprentissage, de son rôle dans votre relation, de l'engagement du mentoré envers ces normes et à l'égard des suggestions d'apprentissage que vous ferez. Dans cette relation, comme dans les autres, on récolte ce qu'on investit. Il faut donc que les attentes soient claires dès le départ. Quelle est la suite? Que verrons-nous au module 3? Nous allons examiner en quoi consiste l'accompagnement professionnel. Pas tant en vue d'aider le mentoré à gagner plus d'argent, à obtenir une augmentation de salaire, à trouver sa voie dans sa vie, mais plutôt pour illustrer la valeur des compétences d'ordre supérieur pour lui. Comment montrer au mentoré qu'en acquérant ces compétences, il peut faire progresser sa carrière et y trouver davantage de sens? Comment faire comprendre au mentoré que la communication efficace, la gestion des émotions, l'écoute et la conscience de soi peuvent être bénéfiques pour sa carrière? Nous allons également approfondir l'art de l'apprentissage réfléchi, la tenue du journal et la communication de leurs valeurs au mentoré. Merci beaucoup de votre écoute. Au plaisir de vous compter parmi les participants au prochain module.